Bonjour, bienvenue chez Donut and Human, la chaîne YouTube qui donne la parole aux acteurs business du changement positif. Je reçois aujourd'hui Karine Torrent. Karine Torrent qui s'est donnée comme mission d'ensauvager le parfum. Tu as fondé Floratropia, une jeune marque de parfum qui détonne dans cette industrie très traditionnelle. À force de questionner les vérités établies, de déconstruire et d'interroger méthodiquement, tu réinventes une parfumerie en rupture complète avec les habitudes du monde du parfum. Tu t'es fixé une ambition, celle de parfumeur responsable, et de créer une parfumerie qui prend soin de la planète et de l'humain. Avec ta marque Floratropia, tu ensauvages le monde de la parfumerie en te rapprochant au maximum de la nature, en proposant des compositions clean, un engagement social et environnemental, et des parfums envoûtants. Bonjour Karine. Bonjour Viviane, merci de me recevoir. Avant de parler de Floratropia, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue ta passion du parfum ? J'ai l'impression que t'es tombée dans le flacon toute petite. Oui, après, est-ce qu'on peut vraiment savoir d'où viennent nos passions ? Je ne sais pas, mais en tout cas, en essayant de recouper un petit peu mon enfance, oui, j'ai toujours été, en tout cas, j'ai une mémoire très sensible. Enfin, je suis très touchée par les odeurs, par les sons, par les sens en règle générale. Et puis, j'ai eu la chance de grandir dans un petit village normand qui est situé dans la vallée des parfums, la vallée de la Brelle, où sont produits, je pense, à peu près 90% de l'industrie mondiale, de la verrerie de luxe, la verrerie parfum. Verrerie, d'accord. Exactement. Et donc, beaucoup d'amis de mes parents étaient ouvriers dans ces usines. Et donc, quand on allait les voir, ils me donnaient des miniatures. Donc, j'ai collectionné, comme beaucoup de petites filles, les miniatures de parfums. Et puis après, les échantillons, je faisais T'avais cette si belle flacon Minarici avec les deux oiseaux qui s'envolent. Oui, j'avais ça. J'avais des géants aussi, parce que c'était dans cette vallée, il y a aussi les verriers qui ne sont pas automatisés, mais qui sont vraiment manuels, avec des gros flacons, les flacons géants. Et donc, quand il y avait des défauts, on les récupérait. Donc voilà, j'avais plein de choses. Donc c'est vrai que j'ai été à bonne école en termes d'environnement parfum. Et puis après, je faisais mes petits mélanges. Je pensais assez passionnant. Et puis après, j'avais un pied aussi en Corse. Enfin, moi, je suis d'origine corse par mon père. Et ma grand-mère avait un jardin juste splendide. Et c'est vrai qu'elle cultivait alors des choses très simples, mais des géraniums. Enfin, voilà, il y avait un citronnier magnifique, un oranger magnifique. Et c'est vrai des merveilles de senteurs. Voilà, des merveilles de senteurs. Et la Corse, de toute façon, c'est une île enchantée en termes de parfum. Donc voilà, je sais pas. Donc après, je pense que c'est un peu lié à cet environnement et familial et local. Et puis de cette perception sensible du monde, en fait. C'est une manière de voir le monde, le parfum ? Ouais, je crois que c'est une manière de voir le monde. En tout cas, c'est une manière de le ressentir beaucoup, de sentir les gens. Moi, je suis quelqu'un de très instinctif, de très sensible et instinctif, donc je me laisse beaucoup guider par l'instinct. Et du coup, tous les sens participent à c'est un sens dont on parle peu, qu'on développe peu d'ailleurs enfant. Toi, tu l'as surdéveloppé, j'imagine, du coup, avec ce parcours. Je pense que c'est comme tout, c'est un sens. Alors, c'est un sens qui a été très décrié par les penseurs, parce que justement, c'est pas du tout lié à la rationalité. L'odeur, c'est quelque chose qui nous relie directement à notre cerveau limbique, donc à notre part animale, à notre part instinctive. Mais quelque part, c'est aussi ce qui nous rend le plus humain, parce que c'est aussi le siège des émotions, et c'est aussi le siège du souvenir. L'odeur, en fait, c'est aussi la mémoire. Et donc, il y a... je sais pas, les penseurs rationnels ont vraiment décrié ce sens-là comme quelque chose de très sale. La philosophie hygiéniste. Exactement. Aussi, et aujourd'hui, je pense qu'on recultive, on cultive à nouveau toute cette beauté de l'olfaction. Après, selon les sensibilités de chacun. Mais oui, je pense que j'avais une prédisposition peut-être à l'olfaction. Donc, tu as fait un parcours, un très très beau parcours, que tu peux peut-être raconter aussi rapidement, professionnel, avant de te lancer, dans le parfum. Alors, j'ai toujours voulu travailler dans le parfum, donc ça a été assez orienté très vite, en tout cas, mon parcours. Et j'ai fait un parcours très classique de bon élève, rien d'exceptionnel. Enfin, j'ai fait un doc d'anglais. Je suis partie en Angleterre. Très utile. C'est très utile. Non, mais avant, j'ai fait une classe prépa très ratée. Et puis après, je suis revenue dans l'école de commerce parce que, justement, je voulais travailler dans le parfum et qu'on m'avait dit, il faut absolument que tu fasses une école de commerce. Je ne connaissais pas les écoles de parfum à
l'époque. Enfin, ça n'avait pas autant d'aura que ça. Et encore une fois, moi, je viens d'un tout petit village, donc c'était pas tout à fait les chemins classiques qu'on vous proposait. Et donc, du coup, à partir du moment où je suis rentrée dans l'école de commerce, je voulais faire un stage dans le parfum. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Guerlain. Donc là, ça a été le Saint du Saint, le Graal. Enfin, c'était incroyable. Et puis, après ça, j'ai eu la chance d'être embauchée par Yves Rocher, par le groupe Yves Rocher. Ouais. Un groupe, enfin, j'étais pas dans la marque Yves Rocher, le groupe Yves Rocher, ils ont plusieurs marques. Ouais. Et notamment, il y avait une marque à cette époque qui s'appelait Le Monde en Parfum et qui était une petite marque qui, justement, revenait sur la beauté des matières premières, revenait sur ce discours savoir-faire parfumeur, ingrédients. Et qui a été fondée, la marque, elle a été créée en interne par une personne hyper inspirante qui s'appelle Brigitte Bourny, qui a travaillé après chez IFF, IFF étant un grand groupe de la parfumerie. Et du coup, tout était vraiment très orienté autour des matières. Et c'est là où j'ai vraiment appris, où je me suis formée sur le naturel, en fait, sur la beauté du naturel. Même si ce n'était pas une marque 100% naturelle, c'était une marque plutôt très conventionnelle, mais qui renouait avec cette créativité dans le parfum et l'état d'esprit du parfumeur. Et c'était au même moment que sont éclos toutes ces jeunes marques indépendantes, qui sont plus très jeunes maintenant, mais ces marques indépendantes de la parfumerie qu'on appelle aujourd'hui marques de niche ou parfumerie d'auteur, Frédéric Malle, notamment, Kilian, etc. Ouais. Et voilà. Et donc, j'ai commencé là, et ça a été une super école de formation. Après, je suis partie en Chine pendant 3 ans, où j'ai travaillé pour un cabinet de branding. En Chine, où on ne se parfumait pas à l'époque. En Chine, alors, ça a été mon grand malheur. J'avais très envie de partir à l'étranger, et j'avais un fort tropisme pour l'Asie. Et quand j'en ai eu l'occasion, donc je suis partie, mais je savais que je ne pourrais pas travailler dans le parfum là-bas. Donc, c'était un peu un déchirement. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir être en contact avec Lab Brand, donc, qui était un espèce de laboratoire de marque créé par un Français et une Chinoise. Et donc, j'ai travaillé avec eux autour justement de l'identité sensorielle, de la création d'identité sensorielle, et puis après sur toutes les autres problématiques de branding. Et je suis rentrée en France justement au bout de 3 ans en me disant il faut absolument que je retourne dans la parfumerie, j'en pouvais plus. Et je suis retournée dans un grand groupe sélectif, pour travailler pour une licence de parfum assez connue. Et là, j'ai eu un peu une espèce de douche froide parce que du coup, on faisait tout sauf vraiment du parfum. On faisait de la promotion, on faisait de la communication, on faisait beaucoup de choses, mais on n'était pas du tout... Voilà, c'était très, très marketing. Mais le marketing, pour moi, c'est pas forcément un gros mot. Enfin, mais à un moment donné, le marketing fait du produit. En volume. Voilà. Et le marketing fait du produit. Mais là, le problème, c'est qu'il y avait peu de produits. On était peu tourné vers la création du produit, du parfum. Et voilà, et donc je ne suis pas restée longtemps et je suis repartie assez vite pour une marque justement qui appartient à ce segment de la parfumerie indépendante, pour relancer une marque, une maison de parfum héritage anglaise qui s'appelle Atkinson's. Et qui était à son époque, à sa gloire, un Chanel, mais qui avait périclité, qui était une belle endormie. Et donc ce groupe italien qui avait récupéré cette marque voulait la relancer et restaurer son prestige. Du XVIIIe siècle, ça du 1799. Donc presque une des premières marques de parfum, en même temps que Floris, d'autres grands noms de l'héritage parfum, de l'histoire parfum. Et voilà, et donc je suis restée là pendant 5 ans. Ça a été une expérience merveilleuse où j'ai pu donc recréer travailler cette marque, la relancer, travailler l'identité, travailler la marque, mais aussi travailler les produits. L'idée, c'est pas de ressortir une marque poussiéreuse et de la mettre telle qu'elle sur les étals de parfum, mais vraiment de retravailler toute l'image, tout l'historique, et de le faire quelque chose de contemporain pour aujourd'hui, en fait. Et voilà, et l'expérience s'est terminée parce que le bureau parisien est reparti, le bureau parisien a été fermé parce que le groupe était italien, et donc s'est réinstallé à Parme. Et donc toute l'équipe française est partie, et voilà, et là ça a été un petit peu qu'est-ce que je fais, et c'était un peu étrange parce que moi qui avais toujours été très très animée par cette passion du parfum,
là, j'étais blasée. Un moment de vide et puis un moment de... j'avais fait beaucoup de choses déjà et je trouvais qu'il n'y avait rien de très nouveau. C'était très blasant, l'univers du parfum. C'était un univers qui ne se renouvelait pas du tout. Une frustration plutôt une frustration et un ennui en fait. Je pense que c'est l'ennui. Je pense que c'est vraiment un ennui sur... voilà. Alors on me disait, pourquoi tu ne crées pas ta marque ? Je disais, pourquoi créer une autre marque de parfum ? Il y en a tellement qui se créent pour dire quoi de plus ? Voilà. D'accord. Mais quand même, tu as fait ton devoir d'utopie. Ce que tu appelles ton devoir d'utopie, qu'est-ce que c'est ça ? Comment c'est venu de c'est pour te relancer Oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un MOOC, justement, parce que je m'étais dit, je vais m'ouvrir sur d'autres horizons. J'ai fait un MOOC qui s'appelle Ticket for Change, qui a été... Thomas Lemallet de OE nous a parlé dans un autre épisode que vous aurez plaisir à regarder, j'espère. Ouais, on en a parlé juste avant, puisqu'on s'est croisés. Et c'est vrai que ça a été un déclic. L'idée, c'était d'ouvrir un petit peu d'autres horizons. Et puis, dans le cadre de ce MOOC, on doit travailler sur un projet. Et je travaillais sur un projet complètement différent, donc d'entrepreneuriat dans le changement. Puis petit à petit, je me suis dit, tiens, si je devais construire une marque de parfum qui soit soutenable et qui ait un impact positif sur son écosystème, sur l'écosystème du parfum et sur la planète, qu'est-ce que je ferais ? Et j'ai commencé à construire Floratropia en questionnant chacun des piliers du parfum, en remettant en question en fait chacun de ces piliers et ça amène à bouleverser beaucoup de codes. Mais c'est ça l'exercice de la page blanche et de l'idée folle, c'est qu'on se met pas de limites, on se met pas de contraintes. Ouais. Et c'est le devoir d'utopie, c'est aussi ça, c'est se dire voilà, j'ai pas de dans le meilleur des mondes possibles, qu'est-ce que je fais ? Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que je fais ? Comment on peut faire ? Et donc j'ai commencé à construire cette idée le schéma de Floratropia, le modèle de Floratropia, avec ce fil conducteur de l'impact. Et ce fil conducteur, il m'a amené assez vite à la source du parfum. Et la source du parfum, c'est les matières premières à parfum, c'est cet écosystème qui va relier une biodiversité qui est remarquable, les plantes à parfum, et puis des communautés qui sont cultivatrices, qui sont transformatrices de ces matières. Et cet écosystème, il est à la fois magnifique et il est fragile, et encore plus aujourd'hui soumis au changement climatique, à cette crise écologique qui advient déjà, en fait. Avant que tu avances plus loin, est-ce que tu peux revenir sur la manière dont se divise le marché de la parfumerie ? Est-ce que tu peux s'expliquer un petit peu, parce qu'on parle de sélectif, on parle de niche, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ça représente ? Comment on y travaille ? Parce qu'avant de déconstruire, il faut comprendre, en fait. Nous donner un peu d'explication là-dessus. Alors, il faudrait remonter assez loin, mais en fait... Oui, rapidement. Rapidement, en fait, la parfumerie telle qu'on la connaît aujourd'hui, la parfumerie sélective telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc ça ces veut dire grandes marques, je sais pas, Nina Ricci, Chanel, Dior, toutes ces grandes maisons. Chez Sephora ou chez qu'on trouve chez Sephora, voilà. Mais même les parfumeries, les marques plus indépendantes, les artisans parfumeurs, Annie Goutal, etc., elles sont plus ou moins issues de cette tradition de la parfumerie qui a éclos, on va dire, véritablement au début, fin 19e, début 20e siècle, avec l'avènement de la chimie organique. En fait, la chimie organique qui a permis de synthétiser des nouvelles matières premières, de synthèse donc, et de rendre beaucoup plus accessible le parfum, parce que le avant, coût on faisait quoi ? Comment on faisait le parfum avant c'était des matières premières naturelles, et du coup, avec des huiles, des essences, des absolus, des matières premières, encore une fois, issues de fleurs, de plantes à parfum. Et puis... Donc sans conservateur, sans colorant, si non, sans conservateur, sans colorant, oui, bien sûr. Et donc avec un coût très élevé, parce que le coût d'achat de ces matières premières était réservé à l'élite. Réservé à une élite, prestige, etc. Et puis, la chimie organique, ça a permis justement de faire baisser le coût des parfums, d'ouvrir aussi une palette d'odeurs plus importante pour le parfumeur, donc de décupler la créativité autour du parfum. Oui, parce que toutes les molécules ne sont pas retranscrites. En fait, il y a certaines plantes qui n'ont pas leur équivalent en parfum. Je pense au muguet, par exemple. Exactement, il y a des plantes qu'on appelle muettes, qui sont muettes, et qui, en fait, soit... Le rendement, quand on essaye de les extraire, par quel que soit le processus utilisé d'ailleurs, la distillation, l'extraction, l'enfleurage, elles ne rendent rien en fait. Soit elles sont muettes, elles ne disent rien, elles ne sentent rien, soit le rendement est tellement faible que ce serait une folie, qu'il faudrait trop de plantes, de fleurs pour extraire quoi que ce soit. Et donc, du coup, oui, la synthèse organique a permis d'ouvrir
de recréer des odeurs qui n'existaient pas dans la nature, enfin, ou qui existaient dans la nature mais qui n'étaient pas extractables. Et puis surtout d'autres, par exemple la vanille qui est extrêmement précieuse, elle a été, grâce à la vanilline, on a pu mettre énormément de vanille dans les parfums, c'est ce qui a donné un Chalimard, c'est ce qui a donné des grands chefs-d'œuvre de la parfumerie. Et voilà, et c'est ce qui a permis à la parfumerie de connaître cet essor et ce grand boom que l'on connaît et qui nous amène aujourd'hui à une industrie qui est extrêmement florissante, mais qui est aussi extrêmement liée à la pétrochimie, mais qui est principalement, aujourd'hui, un parfum, c'est composé principalement d'alcool, c'est de l'alcool, dans lequel on va mettre un concentré de parfum, le concentré de parfum est dilué dans l'alcool, et ce concentré, il va être composé de matières naturelles, d'ingrédients naturels et d'ingrédients de synthèse aromatiques. Et ces ingrédients de synthèse aromatiques sont principalement issus de la pétrochimie. Et ils prennent la plus grande part dans la composition. On est plutôt dans un ordre de 20-80%. Oui, on achète surtout... un concentré de parfum, c'est principalement des matières premières de synthèse. Et c'est pas grave, l'idée, là, c'est pas de dire c'est mieux ou c'est moins bien. C'est autre chose. Le problème, le débat, il se situe un peu plus haut, je pense. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même époque. On n'est plus dans la même histoire. Aujourd'hui, on a une industrie fossile qui doit rester dans la terre. Je pense que le rapport du GIEC, il est hyper éloquent par rapport à ça. Et donc, il faut faire avancer l'industrie du parfum vers un modèle qui soit plus soutenable. Et c'est ça qui m'a amené à faire ce choix du 100% naturel, parce qu'aujourd'hui, en l'état de l'art, même si la recherche et développement avance beaucoup et qu'il y a toute une nouvelle génération de synthèses qui sont en train d'arriver sur le marché, qui sont issues de biotech, des green tech, de biofermentation, etc. Il y a tout un panel de choses qui arrivent, mais pour l'instant, c'est encore rien par rapport aux synthèses pétrochimiques. Et alors, ce qu'on doit dire aussi, c'est que justement, les grandes sociétés qui vendent ces ingrédients, on appelle ça des ingrédients dans la parfumerie, il y en a peu déjà, elles sont à peu près 5 il y a un Big Five. Il y a un Big Five, Givaudan, Firmenich, IFF, dont tu parlais tout à l'heure. Elle s'occupe des ingrédients pour la haute parfumerie, mais aussi pour les industries alimentaires, aussi pour les industries d'hygiène, etc. Donc le même qui fabrique le petit sapin peut fabriquer... Alors, pas les mêmes molécules, on est d'accord, mais... Non, c'est pas vraiment les mêmes divisions. C'est-à-dire qu'il y a des parfumeurs... elles sont organisées, ces grandes sociétés, elles sont organisées en divisions. Il y a la division qu'on appelle Fine Fragrance, qui est la parfumerie fine. Puis il y a la division qui va être plus, je ne sais plus comment il l'appelle, toiletries, ou tout ce qui est hygiène, cosmétique grande diffusion. Et puis, il y a aussi le parfumage de l'essence, par exemple. Après, il y a tout un côté plus technique pour les détergents, les lessives. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes services, ce n'est pas tout à fait les mêmes parfumeurs. Il y a aussi tout un pôle aromatique, donc tous les arômes de l'industrie alimentaire. Et donc, tout ça, c'est dans des grands groupes chimiques. Et on a la chance d'avoir le leader justement des fragrances naturelles, Robertet, qui est un Français, avec qui il travaille d'ailleurs. On travaille, nous, nos matières premières, on les achète effectivement à Robertet. Et Robertet, qui est un grassois, qui est une industrie familiale grassoise, qui, de tout temps, a eu des liens très forts justement avec les producteurs de matières premières et a gardé ce lien privilégié avec les producteurs de matières premières, et aujourd'hui peut se targuer d'avoir effectivement le portefeuille de matières premières naturelles et bio. C'est le leader des matières premières bio, en fait des matières premières naturelles bio. Et aussi c'est une des industries les plus responsables en termes d'ingrédients, en fait. Aujourd'hui, ils ont un site magnifique, d'ailleurs. Ils ont un site magnifique, et puis ils ont été auréolés de pas mal de récompenses en termes justement de leur engagement sur la durabilité des matières premières. Mais c'est leur avenir. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si les matières premières disparaissent, ils n'ont pas non plus de... Donc c'est important, il y a une prise de conscience aussi dans l'industrie que leur avenir est aussi lié à l'avenir de ces filières de plantes à parfum et à la façon dont on va produire et soutenir ces filières. Et c'est un peu, nous, notre fil conducteur chez Floratropia, c'est se dire comment est-ce qu'on peut redistribuer un maximum de valeur à la source, c'est-à-dire aux filières de plantes à parfum et donc aux communautés des plantes à parfum qui vivent de ces matières premières et la font vivre. D'accord. Alors, elles ne sont pas qu'en France, ces communautés de plantes à parfum. Bien sûr, elles ne sont pas qu'en France, même principalement. Comment tu as organisé. Et ça commence par quoi, déjà, dans la réflexion
Et quand on veut fabriquer un parfum, ça commence par quoi? On commence par le sourcing, justement, par se dire, tiens, les plantes. Non, enfin, ou la classiquement, composition, non. La direction artistique, on commence par quoi? Qu'est-ce que tu avais en tête, en fait? Moi, j'avais en tête, j'ai repris encore une fois chaque pilier, et donc après, il y a la composition qui était primeur, bien sûr, parce que moi, j'avais envie de faire aussi de la belle parfumerie, une parfumerie qui me plaise et qui soit une parfumerie créative. Ouais. Et du coup... c'est plus compliqué en naturel. C'est hyper compliqué, c'est un défi technique immense et c'est un défi que je n'aurais pas... parce que, comment dire, elles ont, toutes les matières premières naturelles, elles ont énormément de complexité, énormément de différentes facettes, elles sont multifacétées. Elles sont aussi assez... il y a beaucoup d'allergènes dans les matières premières naturelles et que chaque parfum qui est lancé sur le marché en Europe il y a un cahier des charges très précis de la réglementation européenne et il y a des seuils d'allergènes qui sont revus tous les ans, enfin chaque année, de manière à ne pas dépasser des seuils qui pourraient être dangereux. C'est vrai qu'une molécule chimique, c'est lisse. D'une année sur l'autre, c'est la même. Ça va être la même. Toi, une plante, elle va bouger, j'imagine, suivant d'où elle vient, suivant la terre qu'il a vu pousser. Exactement, il y a un terroir. Tu ne mets que des plantes, du coup? Moi, on met que des... Nos parfums, ils poussent dans la terre. Moi, j'aime bien dire ça. C'est que nos parfums, ils poussent entièrement dans la terre. Et il n'y a rien de chimique dedans. Et il n'y a rien de chimique, à part... non, il n'y a rien de chimique dedans. Il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de conservateur. Mais en fait, le conservateur, dans un alcool, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, l'alcool, c'est ce qui est le meilleur conservateur. Pourquoi il y a des conservateurs? Mais en fait, les conservateurs, ils sont là pour... juste pour... parce qu'on met souvent de la couleur, on met des colorants pour que ce soit joli. D'accord. Oui, du jaune pour que ce soit ambré. Voilà, ou du rose ou du bleu, selon ce qu'on veut obtenir comme effet esthétique. Et du coup, comme les matières premières naturelles qui peuvent être présentes dans les parfums peuvent se colorer ou se décolorer, ça peut influencer la couleur du jus dans le temps. Et donc, d'un parfum bleu, vous allez adhérer à un parfum violet ou un parfum vert. Pas qu'on pensait qu'il a tourné. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on met des conservateurs. Et le problème de ces conservateurs, c'est que souvent, c'est des BHT, des BHA, qui ne sont pas encore interdits dans la réglementation européenne, mais qui sont vraiment quand même considérés aujourd'hui comme des perturbateurs endocriniens. Après, dans cette histoire de plantes aussi, quand on met des plantes, on n'est plus habitué. Moi, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus l'industrie de la parfumerie propose ce que j'appelle des parfums un peu lessiviers, tu vois, une espèce d'unité de formatage lisse pour que, déjà, ne pas gêner l'entourage quand tu te parfumes. Voilà. Et la plante, elle a une odeur, elle s'exprime, elle est beaucoup plus forte. Donc, il faut la dompter, il faut la dominer. Ou pas. Voilà. Non, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que nous, d'une contrainte technique très importante, et de cet engagement de faire une parfumerie sans pétrochimie et qui donne un maximum de débouchés aux filières de plantes à parfum pour justement distribuer un maximum de valeur là, on en a fait une espèce de reconquête esthétique. C'est-à-dire que nous, notre esthétique autour, et c'est vraiment une reconquête, c'est un peu belligérant il faut réapprendre à sentir, il faut avoir le parfumeur qui sait composer avec talent autour du 100% naturel. Et puis après, et l'idée, c'était aussi de réouvrir un petit peu le patrimoine olfactif des consommateurs qui est totalement aujourd'hui standardisé, formaté par une parfumerie sélective qui est de moins en moins créative. Et donc, il y a un vrai formatage de l'olfaction. Et c'est vrai que moi, j'avais cette envie, à un moment donné, de faire ressentir ce que c'était que la beauté brute du naturel, que de la force et l'émotion que pouvait transmettre une matière première quand on la sent, sans vraiment la dompter. Et après, moi, j'ai beaucoup travaillé... On va parler vraiment de tes parfums. Montre-nous, parce que là, tu en as sorti combien moi, j'en ai sorti 5, alors ils ne sont pas les 5 là. 5, d'accord. Et alors, ils sont tous autour, on dirait des tableaux, en fait. Oui, alors il y a eu un premier tableau qui était sur les éléments. Donc là, le départ d'un parfum, en fait, c'est une histoire. Ce qu'on transmet à un parfumeur, quand on est à la direction artistique d'une marque, c'est, ça peut être des images, ça peut être des mots, et à partir de là, le parfumeur se fait un petit peu c'est un jeu à quatre mains ou à deux nez, voilà. Oui, quatre narines. À quatre narines, voilà. Et il y a un dialogue entre le parfumeur et le donneur du brief pour recréer olfactivement ce tableau, cette histoire. Et donc, tu as choisi les 4 éléments pour J'ai choisi les 4 éléments parce que
quand je cherchais un espèce aussi de fil conducteur pour cette première collection de 4 parfums, je me disais, voilà, qu'est-ce qui pourrait faire sens dans cette utopie qu'est Floratropia. Et c'est vrai que les éléments sont imposés parce que les éléments, ils sont à la source de toute vie, en fait. Et comme on est une parfumerie qui est très tournée vers le vivant, voilà, il y avait un écho, il y avait un sens à... Et puis après, c'était assez facile aussi à déposer. Enfin, j'avais pas besoin de déposer des noms qui sont génériques comme l'eau, la terre. Enfin, c'est très pragmatique et très prosaïque ce que je suis en train de dire. Parce que tout est tellement surdéposé et moi, j'ai pas les moyens voilà, en tant que petite marque, quand on se lance, on n'a pas des moyens démesurés. C'est assez fou, on s'en rend pas compte, mais tous les noms sont déposés. Tous les noms sont déposés. Pas forcément et utilisés. On peut se faire, pas forcément utilisés, mais surtout, on peut se faire épingler et on nous demande de retirer les produits si jamais L'Oréal décide d'attaquer parce que c'est trop proche. Et c'est arrivé plein de fois et c'est arrivé à beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui se sont fait un petit peu embêter comme ça parce qu'ils avaient un nom qui était trop proche d'un grand. Donc, au moins, là, c'est un terme générique. Il n'y avait pas de problème. Et puis, il y avait ce dialogue entre... je sais pas, tout le monde a une imagerie liée à l'eau, liée au ciel, liée à la terre, liée au feu. Et du coup, j'avais très envie de faire dialoguer ça avec les matières premières, en fait. Et donc, tu travailles avec un nez qui s'appelle Delphine Thierry, qui vient de la maison Lubin, qui est une grande maison de parfums naturels, c'est ça ? Alors, elle vient pas de la maison Lubin, en fait. Delphine, elle a fait ses classes, elle est sortie majeure de l'ICIPCA, qui est la grande école de parfumerie. Et puis après, elle a fait ses classes chez les Big Five, parmi les Big Five. Et puis à un moment donné, c'est un peu une enfant sauvage de la parfumerie, c'est assez le lien avec Floratropia. On s'est bien trouvés, Et à un moment donné, elle s'est dit, mais non, mais moi, j'en ai assez, en fait, de ces briefs qui se ressemblent tous, de faire du parfum au kilomètre. Et je veux reprendre mon indépendance. Elle a failli arrêter, et puis elle s'est dit, non, c'est trop bête. Et donc, elle s'est installée en tant que parfumeur indépendant, comme beaucoup, il y en a de plus en plus sur le marché des parfumeurs indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à ces grandes maisons dont on a parlé tout à l'heure. Et elle, comme elle a un amour de la botanique parfum, elle a commencé à se reformer à cette écriture avec beaucoup de naturel. Pas forcément 100%, mais beaucoup de naturel. Et aussi en 100% naturel. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'elle avait fait déjà un parfum en 100% naturel. Donc on s'est contactés, puis on s'est parlé de cette démarche artistique d'ensauvager le parfum. Et il y a eu une vraie rencontre. Et il y a eu une vraie rencontre. Et surtout, je me suis... déconstruire ce modèle de la parfumerie conventionnelle à base de synthèse, c'était très difficile pour moi aussi, parce que quand on est dans cette industrie-là, déjà ça fait grincer des dents, on nous dit qu'il n'y a pas de beau parfum. L'accueil n'a pas été fait, et puis qu'il n'y a pas de beau parfum sans synthèse, qu'un beau parfum c'est forcément un mélange des deux, et que du coup, au-delà de ça, je veux dire, il n'y a pas de possibilité. Et donc découvrir que non, on peut faire aussi de la très belle parfumerie de création avec du 100% naturel, parce que le 100% naturel, il y a déjà des initiatives sur le marché, mais qui sont plutôt qui n'avaient pas forcément beaucoup de crédit aux yeux de ce monde du parfum dans lequel moi je baignais. Et du coup, voilà, donc découvrir que c'était possible, ça a été un des déclics de la marque, en tout cas. Comment vous avez travaillé pour faire ressentir, admettons, le ciel, par exemple ? Qu'est-ce que vous avez mis ? Il y a peu d'ingrédients dedans, du coup. Il y a un dialogue de fleurs. Très peu d'ingrédients dans nos parfums, en règle générale. Alors, dans le ciel, tout est transparent. D'ailleurs, la liste INKI, ce qu'on appelle la liste des ingrédients, en général, au parfum, d'ailleurs, elle est assez opaque. Oui. Personne ne la demande. Parfum, entre parenthèses. Personne ne la demande. Et elle n'est pas très intéressante pour un parfum traditionnel. Sur ton site, on voit les ingrédients. Et on rêve. Parce que non seulement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais non seulement on sait que c'est une vanille ou que c'est l'origine, mais l'origine, le terroir, d'où il vient exactement, la traçabilité, ça c'est vraiment chouette, ça fait rêver déjà, c'est un voyage. Alors on en parle beaucoup dans les communications parfums conventionnelles, on fait beaucoup rêver autour des matières premières, après on ne dit pas qu'il y a aussi la synthèse, et on dit encore moins d'où elle vient, cette synthèse, mais en tout cas les matières premières à parfum, c'est un sujet de rêve. Et oui, nous on a pris dans Floratropia, le 100% naturel, il a de sens aussi que parce qu'il y a un éco-sourcing derrière, qu'on va aller chercher des matières premières qui sont vertueuses pour la terre, parce qu'une agriculture intensive ou non raisonnée, ça n'aurait aucun sens. C'est ton cahier des charges pour Robertet, c'est ça ? Alors, c'est pas mon cahier des charges pour Robertet, c'est mon cahier des charges, oui, plus ou moins, indirectement, c'est mon cahier des charges à Delphine Thierry, qui fait qu'elle n'utilise dans la collection de matières premières de Robertet que des matières premières qui sont issues qui sont traçables,
qui sont issus de filières bio ou de partenariats éthiques. Parce que l'idée, c'est justement d'offrir un débouché à ces matières premières-là qui sont vertueuses. Et donc, dans le ciel, donc on annonce toutes les matières premières. Dans le ciel, c'était vraiment cette idée d'un éther de fleurs. C'est-à-dire comment on peut vaporiser les fleurs dans l'air. L'envolée lyrique une envolée de fleurs. Et c'est parti d'une idée, les ciels roses d'été, qu'on peut voir quand, en fait, à la fin de la journée, tu as toute cette chaleur qui remonte de la terre et qui se vaporise justement dans le ciel et qui entraîne avec elle toutes les odeurs. Qui poudroie, comme dans l'histoire. Voilà, exactement. Et toutes ces odeurs que ça charrie, et notamment, alors là, c'est l'odeur du géranium, notamment. C'est la dominante ? Alors, c'est le départ, c'est la dominante, c'est la dominante à la fois verte et rosée. Et puis après, c'est un iris. L'iris, c'est une des matières premières les plus incroyables, moi, je trouve, de la parfumerie. C'est une odeur très particulière, un peu qui est florale, boisée, poudrée, qui a plein de facettes. Et surtout, c'est une matière première qui nécessite presque 6 ans pour l'extraction. Il faut 3 ans sous terre. Alors, on extrait le rhizome de l'iris, pas la fleur. Et ce rhizome, il doit rester 3 ans sous terre. Okay. Et puis après, il y a 3 ans de maturation. Avant de pouvoir en extraire le fameux beurre d'iris, parce qu'il faut que pendant cette période de maturation, il y a les irones qui donnent ce côté poudré floral qui se développe dans le rhizome et qui après est extrait pour devenir le beurre. Donc il y a de la nature, la terre et un savoir-faire extraordinaire en fait. C'est ça. Une accumulation de savoir-faire extraordinaire d'ailleurs, de la plante à l'extraction, de la plante que ça arrive chez toi. Et ça c'est fou, parce que c'est vrai qu'on s'en prive avec quand même la molécule chimique quand même. On s'en prive, il y en a toujours. Mais j'imagine qu'il y a un côté très vivant. Et surtout, dans un parfum 100% naturel, il y a une vibration et une complexité. Ça tient plus longtemps d'ailleurs ? Alors, ça tient pas non, au contraire, ça tient pas plus longtemps parce que avec la chimie, on peut avoir des matières premières qui sont presque des autoroutes. C'est des espèces de gros trucs, des molécules calibrées d'ailleurs pour de la performance. Voilà, qui sont très performantes. Et très longtemps, la parfumerie, et encore aujourd'hui, malheureusement, je trouve, un bon parfum. C'est subjectif, mais un bon parfum, c'est un parfum qui est performant. Et on est rentré dans... C'est-à-dire qui dure longtemps. Qui va avoir une projection de ouf, qui va avoir une tenue 48 heures, voire plus. Toi quand même entre-temps. Non, mais c'est ça, c'est un peu comme le principe des déodorants 48 heures, mais pourquoi et la parfumerie naturelle, elle a des matériaux pour créer des fonds, mais on n'aura jamais cette performance... en tout cas en 100% naturel, des molécules chimiques comme des muscs, qui sont des molécules qui sont hyper lourdes et qui vont rester très 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 longtemps. Donc et à part l'iris, on a autre chose. On a de l'iris et on a aussi, là on a un santal, notamment dans le ciel, un santal de Nouvelle-Calédonie, parce que le santal, typiquement, quand on parle de partenariat éthique et de matières vertueuses, c'est aussi ça l'idée, c'est que le santal, par exemple, il n'y en a quasiment plus dans les parfums, en tout cas en naturel, parce qu'il a été... surexploité, et qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est une matière première qui est menacée d'extinction. C'est le santal alba qu'on utilise dans la parfumerie, il vient d'Inde, de la région de Mysore, et donc il a été surexploité à la fois pour des rites religieux, culturellement il a été... Et aujourd'hui il y a encore beaucoup de braconnage autour de cette matière, mais du coup ça a incité l'industrie du parfum à utiliser plus de synthèse, parce que la traçabilité, et puis après l'approvisionnement devenait compliqué en santal. Et donc Robertet a réintroduit le santal en Nouvelle-Calédonie et a développé cette nouvelle culture du santal en lien avec la communauté kanak. Donc il y a vraiment une façon de concevoir que la matière première, elle s'inscrit aussi dans des enjeux environnementaux et sociétaux. Elles font vivre des communautés, ça permet c'est de la micro-paysannerie aussi qui permet aux gens de vivre de cette culture du naturel. Donc il y a tout un tas d'enjeux sur lequel l'industrie se penche véritablement maintenant, et auquel nous on veut donner écho. Vous poussez. Nous, notre Tu sourcing. tires, tu pousses, Voilà, nous, on donne vraiment cette parole-là à 100% aux matières. Donc, on offre 100% de notre débouché de parfum à ces matières-là, de manière à les soutenir et à les rendre aussi plus résilientes. Parce que si on distribue plus de valeur à la source, ça leur permet, eux, aussi de développer les moyens de leur développement futur, et justement en lien avec la crise climatique. C'est hyper important pour nous. Et ce qui est très très surprenant dans l'industrie cosmétique et parfum, c'est que
le packaging tient une place bien plus importante. Déjà visuellement, on achète souvent pour le packaging. Et en termes de coût, que la matière première qui est dedans. C'est-à-dire qu'on lui donne beaucoup plus d'importance. Tu parlais tout à l'heure justement du marketing en disant qu'il avait pris toute la place. Je crois qu'il est là justement, il est dans le packaging. Donc ce qu'on appelle l'emballage primaire, le verre, et puis l'emballage secondaire, le carton qu'on met autour, et puis le plastique, hein, oui bien sûr. Et toi, tu as décidé de bousculer, de re-questionner aussi ça. C'est le second parti pris hyper radical qu'on a pris, ce second pilier en fait de Floratropia qui est, oui j'entendais beaucoup moi dans toute ma carrière dans l'industrie dire ah là là mais on met de moins en moins d'argent dans les parfums, on achète que du packaging, c'est une réalité. Voilà, nous par exemple nos concentrés de parfum ils coûtent 600 € le kilo en moyenne. C'est considérable par rapport à l'industrie. Énorme. Tu vois mes yeux comme ça. Voilà, c'est énorme. En moyenne on est à 100 € le kilo dans la parfumerie de niche, 100, 120 € le kilo. Et puis dans la parfumerie sélective on va plutôt être aux alentours de 80 € le kilo. Sur un Kenzo ou un oui voilà c'est ça. Sikawan, 80 € le kilo. 80 € le kilo, toi 600. Donc on est à 600, on n'est pas du tout dans le même niveau, mais c'est le coût du 100% naturel, parce qu'il n'y a pas de synthèse qui va venir faire descendre le prix. Et puis aussi du sourcing, parce qu'on achète plus cher ces matières premières, parce qu'elles sont aussi, elles permettent de rémunérer mieux, de se positionner en amont des productions, de préacheter ces productions, ce qui permet aux communautés aussi de se projeter dans l'avenir, etc. Bref, et donc du coup, oui, j'entendais souvent ce discours que on mettait de moins en moins d'argent dans le parfum et en même temps le packaging ça prenait de plus en plus de place et que c'était lamentable, mais personne ne change ça. Personne ne change ça. Voilà. Il y a eu des initiatives. Un peu dans la cosmétique où de plus en plus déjà dans la cosmétique. Le rechargeable, le solide, mais finalement c'est carton. Plus simple dans le parfum parce que dans la cosmétique il y a vraiment des contraintes bactériologiques, c'est-à-dire recharger un flacon, c'est pas simple parce que c'est souvent des formules à base d'eau, donc il y a plein de il y a une bactériologie qui se développe très vite, etc. Là, nous, on est sur de l'alcool, donc il y a pas vraiment il y a pas de risque bactériologique à recharger un parfum. Donc bref, du coup, le deuxième pilier qu'on a démonté entre guillemets, c'est de se dire à un moment donné, nous on va offrir vraiment de la très belle parfumerie. Et on va réduire un maximum l'impact du produit parfum en limitant les emballages. Parce que le parfum, c'est le produit le plus suremballé de l'industrie de la beauté. Et on considère que 70% des déchets de cette industrie cosmétique, elle est générée par les emballages. Mais voilà, le verre, c'est hyper coûteux à fabriquer. Alors le il y a une passion, tu hyper disais tout à l'heure. Mais ouais, bien sûr, je sais que c'est des énergies on chauffe à 1800 degrés. Voilà, imaginez une cuve de verre en fusion qui doit être continuellement en fusion. Oui, continuellement. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Il n'y a pas de week-end pour le verre. Donc le verre, c'est hyper vertueux si on le réutilise. Si on continue constamment à produire des parfums, à les jeter, parce que le recyclage du verre, c'est un matériau qui est très recyclable, donc Dieu merci, mais c'est aussi très énergivore de le recycler. Là, c'est lourd, le verre, ça doit être suremballé aussi dans la chaîne fragile. De valeur, etc. Donc ça, c'était le deuxième pilier où il fallait s'attaquer. Et donc, nous, on prend le parti d'avoir des flacons qui sont rechargeables. Tous nos flacons sont rechargeables, les accessoires, parce qu'on a des flacons et des accessoires, tous nos flacons sont rechargeables très facilement. Et et c'est ça qui a été assez radical. Alors ça, c'est un flacon, donc ça, un flacon, c'est quoi, c'est 40 ml? Celui-là, c'est du 20 ml. 20 ml, et après, vous avez 40 ml aussi? La ressource parfum est un 40 ml, qui permet donc... plus c'est nomade, c'est pratique. C'est très nomade. Après, là, on travaille sur un flacon signature qui sera en 50 ml, ou en 40 ml d'ailleurs. Et donc après, on a cette ressource... Pas de verre? Si, c'est du verre, mais avec un lacage spécial, un effet céramique, voilà. Et après, on a cette ressource qui a fait beaucoup parler d'elle, parce que c'est la première fois, c'est un détournement en fait de l'industrie alimentaire. C'est ce qu'on appelle, c'est comme une pomme-pote, c'est ce qu'on appelle un deuil pack. Voilà. Et c'est aujourd'hui l'option d'emballage la plus optimale en termes carbone et en termes de minimalisme packaging, en fait, de réduction des déchets, parce que c'est un emballage unique. Il n'y a pas de calage, il y a pas. C'est hyper léger. C'est hyper léger, donc c'est des microns de matière. Donc ça puise très peu dans les ressources, c'est très peu énergivore en production, c'est très peu énergivore sur la chaîne logistique parce que c'est très léger, c'est pas suremballé,
Et puis voilà, et après nous... J'imagine la réaction des professionnels quand ils ont vu ça la première fois, certains, là où on est dans une industrie de... où tout la beauté d'un parfum passe par le packaging, voilà, c'est ça. Pas par le... Enfin, finalement, c'est le packaging qu'on achète, c'est pas le parfum, mais je veux dire, le parfum est presque secondaire, c'est le... Alors on est dans le paraître et on passe dans l'être, j'ai envie de dire, hein, si on fait une comparaison avec l'humain. Ouais, nous, en lieu et place de suremballage, on propose une parfumerie d'exception hyper vertueuse. Et voilà, et du coup, oui, ça a fait beaucoup parler parce que c'est assez radical, mais il y a aussi... c'est radical et c'est beau. C'est radical, c'est beau, et puis ça met le doigt sur un vrai sujet de l'industrie. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives de rechargeabilité des flacons. Oui. D'ailleurs, toi-même, j'ai vu que tu avais fait une collaboration pour aller sourcer des flacons anciens. C'est très beau, ça. C'est un peu anecdotique ou pas ? C'est pas anecdotique, c'est quelque chose qu'on propose. Ça fait partie des accessoires qu'on propose. Il n'y a pas de pompe ? Il n'y a pas de pompe. En revanche, en fait, c'est que des flacons vintage. On travaille avec une petite marque qui s'appelle, une marque qui s'appelle René Recycle et qui sont des spécialistes de la revalorisation et de la chine de flacons. Ouais. Et donc, elles vont chiner des flacons pour nous. Et nous, on les propose sur notre site parce que la meilleure option d'emballage, c'est celle qu'on ne produit pas, en fait. C'est celle qui existe déjà et qu'on peut réutiliser. Au-delà de ça, je trouve que ça met une dimension émotionnelle supplémentaire parce qu'en fait, c'est toi qui fabriques ton propre parfum dans le flacon que tu désires. Il y a une espèce de beauté là-dessus. Et puis là, aujourd'hui, justement, on travaille sur cette catégorie de flacons vintage où on va pouvoir aussi la personnaliser avec une gravure spéciale. Et c'est vrai que ce sont des objets uniques qui vous appartiennent qu'à vous. Qui racontent une histoire unique. Et comme le parfum bouge sur la peau et qui bouge encore plus, puisqu'il est... J'imagine, il bouge encore plus sur la peau, il évolue beaucoup plus encore une fois, le fait d'avoir des matières de synthèse qui sont très monocordes, très monolithiques et très lourdes, les matières premières naturelles qui sont avec vibrent quand même, mais beaucoup moins fortement que quand il n'y a que ça, quand il n'y a que du naturel. Donc on doit avoir envie de le sentir toute la journée. Moi j'encourage ça à ressentir, parce que ça permet de ressentir toute la complexité en fait, du naturel et de le redécouvrir. Ça bouge en fonction de la chaleur de sa peau, de l'acidité de sa peau. Donc ça, voilà. Les émotions qu'on ressent. Donc c'est vraiment, il y a une personnalisation du parfum. Et donc oui, donc cet emballage, pour revenir là-dessus, il n'est pas non plus parfait, ça reste un emballage. Et ce qui n'est pas parfait aujourd'hui, c'est que c'est pas un monomatériau. Et le fait que ce soit pas un monomatériau, il y a de l'alu à l'intérieur, il y a de l'alu et deux nanocouches de PE et de PET. Et donc, du coup, on incite même lourdement nos clients à le renvoyer. Et donc, on a mis en place toute une... Alors, c'est pas une consigne parce que nous, on revalorise derrière, on peut pas le réutiliser. Là, nous, ce qu'on en fait, c'est qu'on le revalorise avec un industriel qui va récupérer la partie aluminium et les parties... On sait détacher les on sait le détacher. Ça fait partie des principes de revalorisation des deuil packs, si on le souhaite. C'est pas, tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, pour l'instant, on collecte. Donc, les clients nous renvoient gratuitement leurs ressources. On leur envoie régulièrement, donc ils rentrent dans une espèce d'automation quand ils ont acheté une ressource, où on leur rappelle régulièrement de renvoyer et on les incentive là-dessus. C'est-à-dire qu'on leur offre 10% de réduction sur leur prochain achat pour le renvoi de la ressource. Donc, on met vraiment en place quelque part la fin de vie de cet objet en attendant d'avoir encore mieux à proposer en termes d'emballage. C'était le choix, regardez l'épisode avec What Matters qui est très intéressant aussi, qui ont pareil repensé la salle de bain avec des rechargeables, des deuil packs. Ils ont fait ce choix aussi du moins pire en attendant. C'est ça. Et après, What Matters, ils ont aussi des cosmétiques. Donc il y a des monomatériaux maintenant qui existent pour les cosmétiques. Nous, c'est de l'alcool. Et ça, c'est un vrai problème parce que l'alcool, ça a besoin d'une barrière beaucoup plus importante. Et qu'est-ce que alors ça, du coup, ça t'amène aussi à un nouvel équilibre, c'est-à-dire que puisque le jus coûte plus cher, le concentré coûte beaucoup plus cher, et que c'est un vrai concentré de luxe, le packaging coûte beaucoup moins cher. Du coup, tu peux offrir des parfums à prix très, très juste. Enfin, moi, je les trouve vraiment accessibles. Ce qui est assez dingue. D'ailleurs, ils sont autour de quoi ? De 65, 70 euros ? 68 € pour le petit vaporisateur 20 ml pré-rempli. Et puis après, la ressource en 40 ml, elle est à 70 €. Donc, on voit déjà rien que dans mes deux approches, le coût de l'emballage et le coût de la ressource. C'était une volonté d'avoir une parfumerie non seulement sauvage, mais aussi démocratique ? Mais bien sûr, oui, parce qu'il y a quand même aujourd'hui
aujourd'hui dans cette parfumerie de niche ou une parfumerie d'auteur, donc c'est ce petit segment où on remet en avant la qualité, la création du parfum, il y a des prix qui s'envolent totalement et qui ne sont pas du tout justifiés, franchement, à part dans les emballages. Alors, souvent, niche, il faut quand même dire que ça a été initié par les nez, justement, les nez qui sont connus, non? C'est pas ça? C'est pas les non, comme tu dis, ça a été initié par des amoureux du parfum, qui n'étaient pas forcément des parfumeurs, mais qui étaient des... Alors, il y a Annick Goutal, qui est peut-être une des plus traditionnelles, et donc ça a été initié par Annick Goutal, qui était parfumeuse, effectivement, mais après, il y a d'autres maisons comme Frédéric Malle, qui a été créée par Frédéric Malle, et qui était quelqu'un qui travaillait dans le parfum auprès des parfumeurs, mais qui n'était pas parfumeur. Lui, travaillait, justement, il a vraiment remis en avant le parfumeur, en le remettant sur le devant de la scène. Oui, c'est vrai, comme un éditeur de parfum. Exactement, c'est ça, c'est un éditeur. D'ailleurs, pendant longtemps, il avait cette tagline-là, éditeur de parfum. Il vendait les packaging qui ressemblaient à des livres. C'était un peu édition Gallimard. Exactement. C'est très chouette, d'ailleurs. Et donc, je ne sais plus pourquoi on en était là, mais... Par rapport au prix. Ah oui, le prix. Donc oui, l'idée, c'était de rendre accessible cette naturalité d'exception et cette nouvelle parfumerie au plus grand nombre, parce que... Et aux jeunes peut-être aussi, parce qu'il y a un vrai engouement des jeunes pour avoir des parfums différents. Je crois qu'ils veulent plus porter les parfums. Nous, on portait les parfums de nos mamans ou de nos grands-mères sans problème. Enfin, on n'est pas de la même génération, mais on y arrivait. Aujourd'hui, on n'a plus du tout envie. Et je crois que les jeunes ont encore moins envie. Ils ont envie d'avoir des choses singulières, qui posent beaucoup de questions, et que justement des parfums à histoire l'accessibilité, en fait, c'est plus de dire à un moment donné... en fait, c'est un pari vertueux. Le fait de réduire les déchets d'emballage, c'est quoi quelque part, en échange, je t'offre quoi? En échange, je t'offre cette qualité d'exception. Et cette qualité d'exception, c'était aussi un petit peu un manifeste de dire à un moment donné, mais on achète des emballages, en fait, quand on achète un parfum. On n'achète pas du parfum. On achète principalement mais c'est vrai de la food aussi, c'est vrai dans pas mal de domaines. Mais sauf que dans la parfumerie, on fait rêver sur ce qu'il y a à l'intérieur. Quelque part, en disant oui, on a... Enfin, c'est choc à pic aussi, tu sais. Oui, peut-être aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'inverser le système en disant non, vraiment, là, ce que vous achetez, c'est du parfum. Et c'est du parfum avec une naturalité d'exception, avec un sourcing d'exception. Et on vous le rend accessible justement parce qu'on a réduit les emballages. Donc c'est bon pour votre portefeuille, votre pouvoir d'achat, et c'est bon aussi pour la planète, en fait. Et c'est vraiment d'attirer l'attention. C'est vrai que c'est choquant. Enfin, la première fois que j'ai montré le Deuil Pack, c'est vrai que les gens étaient un petit peu choqués. Ils disaient mais non, mais ça marchera jamais. Alors les professionnels, mais le public, comment il l'a reçu? Tu as lancé en 2019. Il y avait une campagne de crowdfunding, c'était sur Ulule. Ça a très bien marché. Fin 2019, ça a bien marché. Donc on peut dire que le public était là quand même. Bon, après il y a dans les crowdfunding, on sait bien, il y a aussi beaucoup les amis des amis, les curieux, etc. Mais aujourd'hui, ça reste quand même, quelque chose qui intrigue, qui surprend. Mais beaucoup de clients de parfums et de parfums de belles parfumeries sont un petit peu ont du mal quand même à aller vers ce type de format. C'est un peu radical quand même. Voilà, c'est un peu trop peut-être radical pour certains, et parce que quand on s'achète un parfum, on a envie de s'acheter un petit plaisir, et que ça passe dans ses habitudes d'achat. Il faut déconstruire, il faut déconstruire ce modèle-là. Et après, c'est pour ça aujourd'hui, on a ces petits flacons qui sont pré-remplis et qu'on peut recharger après. Sont ravissants. C'est pour ça qu'on va travailler sur un flacon 50 ml, un peu dans les codes classiques du marché. Et après, au départ, on avait ces accessoires qui étaient vendus vite. C'est pareil, tu tournes si tu veux le sortir, voilà. Et c'est un étui en cuir vegan. Alors l'industrie du cuir me taperait si je disais cuir vegan. Enfin, c'est un simili-cuir à base de plastique recyclé. Et à la base, c'était ça, c'était créer des accessoires qui vous accompagnent toute une vie. Et en fait, nous, ce qu'on veut vous vendre, c'est du parfum, et c'est du beau parfum. C'est pas des emballages. Et donc les emballages, vous les gardez. Et après, vous faites un refill avec nos ressources. Alors, on te trouve où sur ton site internet? On te trouve dans principalement quelques grands magasins? Notre principal point de vente, c'est notre site internet. C'est un projet, Floratropia, qui est tellement rupturiste. Et c'est pas un projet qui est self-selling, c'est-à-dire vous le mettez sur une étagère de parfumerie. Les gens vont être intrigués, mais s'il y a personne pour leur expliquer ce que c'est, c'est difficile. D'accord. En fait. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a accès. Tu connais bien les DNVB.
VB, donc c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est pour ça qu'au départ, on a vraiment axé sur le online, parce que on a le loisir d'expliquer aussi d'où ça vient, pourquoi on fait comme ça. Et de faire rêver aussi à travers ce site. Et après, on a une vingtaine de points de vente à travers l'Europe, principalement. D'accord. On a un point de vente au Mexique, qui est un grand magasin du Mexique. Ok, il y a des endroits dans du monde où il y a une meilleure réception qu'en France, peut-être ? Je pense que l'Europe, ça reste quand même... Enfin, l'Europe et l'Europe de l'Ouest reste une des zones les plus matures, peut-être, en termes d'éco-responsabilité, d'ouverture à des projets un petit peu atypiques comme celui-là. Mais de plus en plus aussi les États-Unis. Et surtout que les États-Unis sont beaucoup plus ouverts sur justement la naturalité, le parfum naturel. En France, déconstruire ça, pour la parfumerie française, c'est un truc très 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 difficile. C'est tellement tabou, c'est tellement... c'est compliqué pour eux, c'est compliqué aussi pour passer à une autre type de parfumerie. Mais donc voilà, donc non, on est principalement présent dans une vingtaine, mais en fait, on cherche à travailler le offline, donc le retail, depuis peu, parce que ce projet, encore une fois, il est pas si facile, même pour un retailer, à s'approprier. Parce que ça lui... Imaginez une parfumerie dans une parfumerie indépendante. Ça prend beaucoup de temps par rapport. Ça prend du temps, et puis il faut expliquer, mais alors ça veut dire que les autres parfums sont pas naturels. C'est ça. Mais alors si c'est pas le clou dans le pied. Enfin voilà, donc ça amène des discours qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, ou que les. Donc c'est pas forcément, ça peut être en magasin physique, mais pas forcément dans un magasin de parfumerie, tu veux dire. Aujourd'hui, en tout cas, on est très peu distribué dans des parfumeries indépendantes, sélectives, niches, on va dire. Aussi, je pense, parce qu'il y a ces a priori sur la parfumerie naturelle, cette arc-boutage quelque part sur le fait qu'un beau parfum, c'est forcément de la synthèse et du naturel, et que ces projets 100% naturels... T'as toute une industrie qui est un peu... qui n'a pas intérêt à soutenir ton discours. Oui, mais après, on a aussi une vraie démarche artistique, et c'est ça on a aujourd'hui des prescripteurs qui sont importants, on a des grands critiques de parfums. Bien sûr, j'ai entendu un podcast, c'est quoi, le parfum? La parfumerie podcast. La parfumerie podcast, voilà. Extraordinaire, exactement. La manière dont ils parlent de tes parfums. En fait, eux, ils sont vraiment très apolitiques, très non politiquement corrects. Pour deux parfums, pour le ciel et pour le feu. Le feu, Écoutez, la parfumerie podcast, c'est 2 épisodes, c'est extraordinaire d'entendre parler des parfums comme ça. Ce podcast, c'est un nouveau discours sur le parfum, et qui fait du bien, qui rafraîchit très beaucoup communautaire l'univers. Très communautaire, exactement. Et puis après, il y a des magazines comme Le Nez, comme ou le site auparfum.com, qui est une des grandes références en termes de parfums, qui parle vraiment bien de nos parfums, en termes de démarche créative. Et pour autant, ça reste difficile auprès du retail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui... Ça prendra un petit peu de temps, mais c'est ton argument aussi, le temps. Le temps, c'est mon argument. Après, il faut pouvoir s'acheter le temps aussi. Et puis... Pour l'instant, tu es bootstrappé, c'est-à-dire que tu as mis ton argent personnel. Pour l'instant, exactement, on est bootstrappé. Et puis on cherche justement, là on est en pleine justement en phase de recherche de financement, parce que si on a des ambitions pour cette marque, on veut vraiment contribuer à construire le futur de la parfumerie, et un futur qui est ancré dans la terre et dans le vivant. En tout cas, nous, c'est notre alternative. Bien sûr. Alors, en plus de faire tout ça, tu es aussi marque à mission, ça te tenait vraiment à cœur. On est à la base. Oui, et tu travailles avec l'ONG Noé. Qui est l'ONG Noé? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors, Noé, c'est une ONG qui, justement, œuvre pour la préservation et le soutien à la biodiversité, alors que ce soit la biodiversité florale ou animale. Donc ils ont plein de projets en France, à travers le monde également. C'est une ONG française? C'est une ONG française, oui, tout à fait. Et donc voilà, ils ont tout un tas de projets, notamment les Prairies de Noé, qui viennent œuvrer pour c'est des programmes de soutien à la biodiversité. Et c'est vrai que Floratropia, vraiment le départ de Floratropia, c'est comment construire une marque inspirée par la nature et qui la préserve, en fait. Comment on peut redonner à la nature la beauté qu'elle nous offre à travers le parfum aussi. Donc il y avait vraiment cette volonté au bout de la chaîne, de notre chaîne, après l'éco-sourcing, la composition sans pétrochimie et le packaging rechargeable et optimisé carbone, on avait ce lien de qu'est-ce qu'on peut redonner après? Et donc, on redonne 3% du chiffre d'affaires à cette ONG. Pour l'instant, on ne choisit pas le programme dans lequel on est, parce qu'on ne représente pas des montants suffisants. Mais en tout cas, tout ça va à des programmes qui œuvrent pour la biodiversité. Mais oui, tout à fait. Et du coup, voilà, donc la boucle presque est bouclée. Alors, il y a une boucle supplémentaire sur ton site. Tu as écrit dans ton manifesto...
Tu as cité Romain Gary, un auteur que j'adore d'ailleurs. Ouais. Et tu as écrit le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources. Oui. Ça a été le fil conducteur à la création de la marque. Donc, le renouveau, c'est pas forcément le parfum avec intelligence artificielle. C'est ça. C'est pas la rupture. C'est pas forcément la rupture technologique. Nous, on est hyper low-tech. Voilà. Ouais. Le renouveau, ça peut être aussi juste le retour à la terre, en fait, le retour à la préservation de du vivant. Ouais. Et Floratropia... C'est une vraie vision du monde que tu proposes. C'est une vraie vision. C'est notre alternative. J'ai même envie de dire de l'écologie humaine. Exactement. Et c'est vraiment le point de départ parce que Floratropia, la mission, c'est vraiment comment on s'inscrit dans ces deux grands défis que sont la décarbonation de nos industries et la restauration du vivant. Et moi, on fait partie de cette génération qui peut encore changer les choses. Oui. Donc, quitte à œuvrer à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui est quelque chose de très fou quand même, voilà, à quoi ça sert ? Pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat si c'est pas pour participer à quelque chose qui a du sens ? Et c'est, voilà, l'utopie, c'est aussi ça. C'est comment œuvrer à un moment donné pour... c'est en plus, encore plus dans le parfum, qui est quand même... Quand on parle de parfum et d'écologie, on nous regarde en disant c'est ça. Quand même, le luxe, le machin, les poudres la paillette, etc. Il ne nous reste plus rien après, n'est-ce pas ? C'est ça. Et non, justement, même le parfum il peut aussi être pensé, repensé, redéfini de manière à avoir un impact positif sur son écosystème. Et le parfum, c'est à la base, à la source, il y a ces matières premières, il y a cette biodiversité qui fait rêver, ces fleurs, ces plantes, ces arbres. Et comment on peut faire pour préserver ça, soutenir ça. Donc voilà, et tout le modèle est tourné vers ça, en fait. C'est magnifique, Karine. Je crois que j'aurais pu t'écouter des heures et des heures. Il va falloir conclure. J'ai une dernière question pour toi, c'est la question donut. Parce qu'on est chez Donut & Newman. Oui, on a ces magnifiques donuts que tu peux goûter aussi. Le concept de donut. Oui. C'est qui sont les champions du business positif auxquels tu crois celui que tu aurais eu envie d'inventer si ça n'avait pas été Floratropia ou que tu aurais envie de voir ici avec moi? Après, je vais pas être très originale, mais moi, dans les projets qui m'ont inspirée, il y a du Veja, il y a du Patagonia. Enfin, voilà, c'est rien d'original, mais tout est pensé intelligemment de manière à réduire l'empreinte et à maximiser l'impact. Et c'est ça, en fait, pour moi, la clé de tout. C'est, quand on est une marque et qu'on vend des produits, on est responsable. Et dans ces deux marques que tu cites, ce qui me frappe, c'est que c'est deux marques sans tapage, en fait. Il n'y a pas de marketing de fou, il n'y a pas de... C'est du bouche à oreille. Elles se sont créées beaucoup sur le bouche à oreille. Maintenant, il y a un peu plus de... Il y a un peu plus. Et après, une que j'aime beaucoup aussi aujourd'hui, c'est Back Market, bien sûr. Et j'adore leur discours, j'adore leur... j'espère qu'on les aura bientôt. Ce serait top. Parce que cette culture du hack, à un moment donné, aussi, de comment on détourne un moment une industrie pour la rendre... On récupère ce qui existe déjà, on le répare, on le revend. Voilà, exactement. Et puis... on détourne l'industrie en offrant un premium sur le téléphone ou en particulier où les constructeurs ne veulent jamais qu'on ouvre les téléphones, qu'on les répare, surtout pas. Exactement. Donc il y a un gâchis absolument monstrueux. Donc c'est un peu ces trois modèles-là. Alors après, on est encore très humble par rapport à ça, mais en tout cas, on pose les bases et on a l'intention et sur la bonne trajectoire. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Viviane. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous dis à vendredi prochain. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien louper des interviews à venir. Likez, commentez, partagez. Merci à Rodolphe Miller, Big Success, et à toute son équipe, à Top Talent, Orlan, Marine, William. Merci à Coco pour le maquillage et à nos partenaires By Charlot, ADN, Courbet, Panafrica et bien sûr Doups les donuts. À bientôt. À bientôt.